Tu crois observer ta vie telle qu'elle est. Les faits. La réalité. Ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va probablement se passer. Tu crois voir objectivement tes forces et tes limites. Les opportunités qui s'offrent à toi. Les obstacles qui te bloquent. Le type de personne que tu es. Ce que tu mérites. Ce qui est possible pour toi. Tu ne vois pas ta vie. Tu vois l'histoire que tu en racontes. Et cette histoire, construite au fil des années, renforcée par chaque expérience que tu as interprétée à travers elle, n'est pas la réalité. C'est un récit, un filtre, une narration que ton cerveau a élaborée pour donner du sens à ta vie et qui depuis lors sélectionne, amplifie et ignore des informations pour rester cohérente avec elle-même. Il y a en toi un narrateur invisible, silencieux, incessant. Il commente en permanence ta journée, tes interactions, tes succès, tes échecs, ce que tu ressens, ce que les autres pensent de toi, ce que tu vaux, ce qui est possible. Ce récit ne se contente pas de décrire ta vie. Il la fabrique, il oriente tes choix, tes comportements, tes attentes, d'une façon qui finit par produire des résultats qui confirment exactement ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Et aujourd'hui, je vais t'en montrer le mécanisme exact. Et comment en devenir l'auteur plutôt que le personnage. Il y a en toi un narrateur invisible, silencieux, incessant. Il commente en permanence ta journée, tes interactions, tes succès, tes échecs, ce que tu ressens, ce que les autres pensent de toi, ce que tu vaux, ce qui est possible. Ce narrateur ne s'arrête jamais. Des recherches en neurosciences cognitives estiment qu'on produit entre 6 000 et 60 000 pensées par jour. La grande majorité sont des répétitions. Les mêmes pensées, les mêmes évaluations, les mêmes conclusions, rejouées en boucle. Et la grande majorité de celles qui portent sur soi-même ont une tonalité négative, chez la plupart des gens. Ce narrateur a commencé à construire son histoire très tôt. Chaque expérience significative, de l'enfance à aujourd'hui, tout a été interprété, étiqueté, intégré dans un récit cohérent. Tu as échoué à quelque chose et conclu que tu n'étais pas fait pour ça. Tu as été rejeté et conclu que tu n'étais pas assez bien. Tu as réussi et attribué ça à la chance plutôt qu'à toi. Le narrateur ne rapporte pas les faits, il les interprète. Et cette interprétation est toujours filtrée par le récit existant, ce qu'il croit déjà de toi. Les faits qui confirment le récit sont enregistrés, amplifiés, mémorisés. Les faits qui le contredisent sont minimisés, oubliés ou réinterprétés pour quand même s'y conformer. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Et dans le domaine de l'image de soi, il est particulièrement puissant. Concrètement, si ton récit dit « je ne suis pas quelqu'un de créatif », ton narrateur va enregistrer chaque tentative créative qui échoue comme une preuve. Il va ignorer ou minimiser chaque succès créatif. Il va même t'empêcher de tenter certaines choses. Parce que tenter quelque chose qu'on ne sait pas faire, quand le récit dit qu'on n'est pas fait pour ça, c'est risquer de confirmer ce qu'on redoute le plus. Et au fil du temps, le manque d'expérience créative, produit par l'évitement, devient lui-même une preuve que tu n'es pas créatif. Le récit s'est auto-confirmé, pas parce qu'il était vrai au départ, mais parce qu'il a orienté des comportements qui ont produit des résultats qui l'ont rendu vrai. C'est ça, une prophétie auto-réalisatrice. Le récit précède la réalité, et il finit par la fabriquer. Le concept de prophétie auto-réalisatrice a été formalisé par le sociologue Robert Merton en 1948. Sa définition, une croyance fausse au départ, qui génère des comportements qui finissent par la rendre vraie. L'exemple classique, si tout le monde croit qu'une banque va faire faillite, même si c'est faux au départ, les clients vont retirer massivement leur argent. Et ce retrait massif va effectivement provoquer la faillite. La croyance fausse a créé la réalité qu'elle décrivait. Appliqué à l'individu, le mécanisme est le même.
Si tu crois que tu es quelqu'un qui abandonne facilement, tu vas inconsciemment te saboter dès que les choses deviennent difficiles, pour rester cohérent avec ce récit. Si tu crois que les relations finissent toujours mal pour toi, tu vas adopter des comportements qui créent les conditions de l'échec relationnel. Si tu crois que tu ne mérites pas le succès, tu vas inconsciemment éviter les opportunités, te sous-vendre ou saboter les réussites qui arrivent quand même. L'étude la plus emblématique sur ce sujet a été menée par les psychologues Robert Rosenthal et Lenore Jacobson en 1968. Ils ont dit à des enseignants que certains élèves, choisis aléatoirement, avaient un potentiel intellectuel exceptionnel qui allait se révéler dans l'année. À la fin de l'année, ces élèves avaient effectivement progressé significativement plus que les autres. Pas parce qu'ils étaient dits plus intelligents au départ, mais parce que les enseignants, convaincus de leur potentiel, leur avaient accordé plus d'attention, d'encouragement, de défis. Le récit des enseignants avait produit les résultats qu'ils prédisaient. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Pygmalion ou effet Rosenthal a été reproduit dans des dizaines de contextes différents. Entreprises, équipes sportives, relations thérapeutiques. La conclusion est toujours la même. Les croyances que les autres ont sur nous influencent nos performances. Et, tu sais, les croyances que nous avons sur nous-mêmes les influencent encore davantage. Il y a aussi des preuves neurobiologiques. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que le simple fait d'anticiper un échec active les mêmes zones que l'expérience réelle de l'échec. Ton cerveau ne distingue pas toujours entre ce qui se passe et ce que tu t'attends à ce qui se passe. Si ton récit dit que ça va mal se passer, ton cerveau se prépare à l'échec. Et cette préparation influence ton comportement, ta performance, ta façon d'aborder la situation. Le récit n'est pas dans ta tête séparément de ta vie. Il est dans ta vie, concrètement, à travers chaque comportement qui l'oriente. Comment identifier le récit que ton narrateur écrit sur toi? Comment le voir, lui qui opère justement dans l'invisible, dans le présupposé, dans ce qu'on tient pour évident? Voici 3 questions. Des questions à explorer par écrit, dans le silence. Pas à répondre rapidement. À habiter. Question 1. Qu'est-ce que je dis systématiquement quand quelque chose de difficile se passe? Pas ce que tu dis aux autres, ce que tu te dis à toi-même. Les premières phrases qui arrivent. Je savais que ça allait mal se passer. Je n'aurais pas dû essayer. C'est toujours pareil. Je ne suis pas fait pour ça. Les autres y arrivent, pas moi. Ces phrases automatiques, ces réponses par défaut aux difficultés, sont la signature de ton récit. Elles révèlent les conclusions que ton narrateur a déjà tirées et qu'il applique à chaque nouvelle situation sans même les questionner. Question 2. Quels mots est-ce que j'utilise pour me décrire de façon répétitive? Je suis quelqu'un qui... Suivi de quoi? Pas les qualités que tu afficherais sur un CV. Les descriptions que tu uses intérieurement, dans les moments de doute ou d'auto-évaluation honnête. Je suis quelqu'un qui a du mal à finir ce qu'il commence. Je suis quelqu'un qui a besoin de trop de temps pour décider. Je suis quelqu'un qui fait peur aux autres par son intensité. Je suis quelqu'un qui ne mérite pas vraiment ce qu'il a. Ces descriptions au présent, je suis, sont particulièrement puissantes parce qu'elles ne décrivent pas un comportement passé ou une difficulté circonstancielle. Elles décrivent une identité. Et comme on l'a vu dans l'épisode sur l'identité avant les habitudes, l'identité oriente les comportements avec une force que les simples intentions n'ont pas. Question 3. Quelles opportunités est-ce que je n'ai pas saisies? Et quelle histoire me suis-je racontée pour ne pas les saisir? C'est la question la plus révélatrice sur les effets concrets du récit. Pas les échecs que tu as vécus. Les tentatives que tu n'as jamais faites. Les projets que tu n'as jamais lancés. Les conversations que tu n'as jamais eues.
les risques que tu n'as jamais pris. Et pour chacun, quelle phrase intérieure t'a convaincu de ne pas essayer? Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas pour des gens comme moi. Ça ne marchera probablement pas. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ces phrases, cumulées sur des années, dessinent la forme exacte de ce que ton récit t'a empêché de vivre. Et voir cette forme clairement est souvent bouleversant et profondément libérateur. Identifier son récit ne suffit pas à le changer, mais c'est indispensable. Et maintenant que tu le vois, voici 4 outils pour commencer à le réécrire. Premier outil, distinguer le fait de l'interprétation. C'est l'outil fondamental. À chaque fois que ton narrateur formule une conclusion sur toi-même, apprends à séparer ce qui s'est réellement passé. Le fait brut, observable, non contestable, de l'interprétation que tu en as faite. Le fait, j'ai présenté un projet et l'équipe n'a pas donné suite. L'interprétation, mon idée était nulle, je ne suis pas fait pour ça, je n'aurais pas dû essayer. Le fait ne dit rien de tout ça. L'interprétation, elle, dit beaucoup, sur le récit qu'il a produite. Cette distinction n'efface pas la déception, mais elle crée un espace entre l'événement et la conclusion. Et dans cet espace, tu peux choisir une interprétation différente, pas forcément plus optimiste, mais plus juste. Deuxième outil, chercher les contre-exemples activement. Le biais de confirmation est automatique. La recherche de contre-exemples, elle, doit être délibérée. Pour chaque récit limitant que tu identifies, force-toi à chercher des exemples qui le contredisent. Pas pour nier les difficultés, pour rééquilibrer une balance que ton narrateur a truquée. Tu te racontes que tu abandonnes toujours? Cherche 3 exemples de choses que tu as tenues. Tu te racontes que tu as du mal à te connecter avec les autres? Cherche 3 relations dans lesquelles tu te sens vraiment toi-même. Ces contre-exemples existent presque toujours. Ils ont juste été systématiquement ignorés par ton narrateur. Troisième outil. Changer le temps du récit. Alors, il y a une technique utilisée en thérapie narrative, développée par les thérapeutes Michael White et David Epstein, qui consiste à reformuler les récits limitants en changeant leur rapport au temps. Au lieu de dire « je suis quelqu'un qui a du mal à finir ce qu'il commence », une affirmation au présent, identitaire, permanente, tu reformules plutôt « il y a eu des périodes où j'ai eu du mal à finir certaines choses ». Et puis, il y a aussi des périodes où j'ai terminé ce que j'avais commencé. Ce changement de temps transforme une identité fixe en une expérience variable. Et une expérience variable, eh bien, peut changer. Une identité fixe, beaucoup moins. Quatrième outil. Écrire délibérément une nouvelle version. La thérapie narrative et la psychologie positive ont toutes deux documenté les effets de ce qu'on appelle l'écriture expressive, orientée vers le futur. Ce n'est pas un journal intime classique, c'est vraiment une pratique délibérée d'écriture d'une nouvelle version de soi-même. Qui tu veux être? Comment tu veux interpréter ce qui t'arrive? Quelle histoire tu veux que ta vie raconte dans 10 ans? Des études menées par le psychologue James Pennebaker à l'Université du Texas ont montré que l'écriture expressive, écrire sur ses expériences difficiles et sur ses aspirations, avait des effets mesurables sur la santé mentale, la résilience et la capacité à passer à l'action. Le récit écrit, ce n'est pas qu'une métaphore. Il reconfigure littéralement la façon dont le cerveau organise et traite les expériences. Je veux te parler d'une image que j'aime profondément pour clore ce sujet. Imagine un roman. Le personnage principal traverse des épreuves. Il fait des erreurs. Il est limité par ses croyances sur lui-même et sur le monde. Et souvent, il se retrouve enfermé dans des situations qui semblent inévitables, parce que sa façon de voir les choses ne lui permet pas de voir les sorties. Mais l'auteur, lui, voit tout. Il voit les schémas. Il voit les croyances limitantes du personnage. Il voit les chemins que le personnage ne voit pas. Et surtout, il peut réécrire. Pas effacer ce qui s'est passé, mais choisir comment l'interpréter, comment l'intégrer
et vers quoi l'histoire va maintenant se diriger. Tu es les deux à la fois. Le personnage qui vit l'histoire et l'auteur qui peut la réécrire. La plupart des gens passent leur vie dans le personnage. Ils subissent le récit que leur narrateur a construit sans jamais réaliser qu'ils pourraient prendre la plume. Pas pour réécrire le passé, ça, personne ne peut le faire. Mais pour choisir l'interprétation qu'on en donne. Et pour décider aujourd'hui de quel type de personne le prochain chapitre va parler. Le roman n'est pas fini. Il ne le sera jamais de ton vivant. Et à chaque instant, tu as la possibilité de prendre la plume. La révélation finale. Et tu sais, elle est peut-être la plus inconfortable de toute cette série. On a parlé du narrateur invisible, des récits limitants, des prophéties auto-réalisatrices, des outils pour réécrire. Tout ça est vrai et utile. Mais il y a un récit que je n'ai pas encore nommé, le plus dangereux de tous. Pas parce qu'il est le plus douloureux, mais parce qu'il est le plus invisible. Parce qu'il se présente non pas comme un récit, mais comme de la lucidité, comme du réalisme, comme une juste évaluation de la réalité. C'est le récit qui dit « Je suis quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont ». Ce récit est le plus difficile à remettre en question parce qu'il se protège lui-même. Si tu crois voir la réalité objectivement, toute suggestion que ton récit ne soit pas tout à fait exact devient une attaque contre ton intelligence ou ta santé mentale. Et cette protection rend le récit pratiquement imperméable au changement. La vérité, la vraie, celle que la psychologie cognitive, les neurosciences et la philosophie convergent à soutenir, c'est que personne ne voit la réalité objectivement. Nous voyons tous à travers des filtres, des biais, des récits. La question n'est donc pas « est-ce que j'ai un récit ?» La réponse est toujours oui. La question est « quel récit est-ce que j'ai ?» Et est-ce qu'il m'aide à vivre la vie que je veux? Ou est-ce qu'il me maintient dans celle que je connais déjà? Ce soir, je te demande une seule chose. Prends un moment, 15 minutes, dans le silence, et écris la réponse à cette question. Quelle est l'histoire principale que je me raconte sur moi-même? Pas la belle version publique, la version intérieure. Celle que le narrateur murmure dans les moments difficiles. Écris-la. Puis pose-toi cette question. Si cette histoire était un roman que quelqu'un d'autre m'avait donné à lire, est-ce que je dirais que c'est un récit juste? Ou est-ce qu'il manque des chapitres, des personnages, des événements que le narrateur a choisi de ne pas raconter? Dans les commentaires, écris-moi une phrase que ton narrateur répète sur toi, puis commence à la questionner. La prochaine vidéo explore quelque chose de fascinant et de très peu abordé. Pourquoi tu vois ce que tu cherches? Le biais de confirmation appliqué à l'image de soi et du monde et comment en sortir. Abonne-toi. Prends soin de toi. Et souviens-toi, tu n'es pas le personnage de ton histoire, tu en es l'auteur. Prends la plume.